à l'élaboration des projets ou à la construction de son avenir, de son propre avenir. Alors, une jeunesse qui ne contribue pas, et pourtant vous avez essayé de contribuer. Comment est-ce que cette lettre a été reçue, notamment dans les instances du PCT, cette lettre ouverte, notamment M. Ngolo et le bureau politique du comité central? Comment est-ce qu'il a été reçu, puisqu'on voit très peu sur place à Brazzaville des gens prendre la parole aussi ouvertement et s'en prendre aux instances du parti et à son bilan assez chaotique? Le Parti congolais du travail est dirigé avec arrogance. Le Parti congolais du travail n'est pas ouvert au débat. Pourtant, le débat fait jaillir la lumière. Ça veut dire que ma lettre ouverte a été mal vue. Les dirigeants du parti pensent que je suis manipulé par X ou Y dirigeants et qu'un jeune du parti ne pouvait pas réfléchir ainsi. En fait, c'est une façon de sous-estimer la jeunesse, toujours de penser que nous ne sommes pas prêts à être responsables, nous ne sommes pas assez réalistes, quoi. C'est un peu dommage. Mais ça a été dit, c'est publié dans les journaux de la presse écrite, nombreux ont lu. C'est vrai qu'il n'y a pas assez de mouvement, même au sein du parti. C'est parce que ceux qui sont responsabilisés, même élus, ne sont pas choisis pour représenter le parti. Je veux parler de la commission électorale, ne sont pas choisis de manière démocratique. S'il y avait une démocratie politique au sein de notre parti, je crois que nombreux, que ce soit même des élus, devaient se démarquer en essayant de donner leurs avis, quoi. Parce qu'aujourd'hui, les critères de sélection de la confection des listes, par exemple, des candidats aux élections, c'est par consensus, c'est le bureau politique qui décide sur qui doit aller représenter le parti dans telle ou telle localité. Si ça se faisait par des primaires, si c'était les camarades à la base, ceux des sections des noyaux et des comités qui choisissaient leurs candidats, je pense qu'ils devaient beaucoup plus avoir une ère démocratique et une liberté d'opinion. Voilà. Il y a, dans le sens, puisque vous évoquez les primaires, il y a donc Guy Roland qui demandait, en fait, pourquoi le PCT n'a jamais organisé des primaires et pourquoi vous aussi, puisqu'on vous entend aujourd'hui, pourquoi avez-vous adhéré au PCT? J'ai adhéré au PCT, c'est par conviction, parce que je m'estime être socialiste. Le PCT est un parti social-démocrate. C'est par conviction, c'est par son idéologie que j'ai adhéré au Parti congolais du travail. Après, il faut aussi dire que mon défunt père était un grand militant et un grand cadre du Parti congolais du travail. Mais il faut reconnaître que le parti, comme j'aime l'appeler, est un parti ultra et qui a beaucoup fait pour ce pays. Le parti de Marien Ngouabi et le parti de Sassou 1 n'est pas le parti d'aujourd'hui. Il faut reconnaître cela. Voilà, le parti de Sassou 1 n'est pas. Est-ce que Sassou 2 ou Sassou 3 a encore sa place au sein du parti? Le président a toujours sa place au sein du parti. Pourquoi? Il se présente très peu aux couleurs du parti. La dernière élection, il ne s'est pas présenté avec les couleurs du PCT. Écoutez, M. Sia, le président de la République a toujours sa place au sein du parti. Pourquoi? C'est parce que le Parti congolais du travail n'est pas autonome. Et le président de la République est le seul catalyseur du Parti congolais du travail. Sans le président de la République, le parti serait une organisation moribonde. Donc, pour vous, il a encore sa place. Alors, il y a aussi quelqu'un qui a quasiment le même temps que vous, mais peut-être un peu plus osé, c'est Isaac Djomali Senga, ici au sein de la diaspora, qui a publié il y a quelques jours, le 4 avril précisément, une lettre ouverte pour demander le congrès du parti. Est-ce que vous vous inscrivez aussi aujourd'hui dans cette logique d'un nouveau congrès, du congrès, que le congrès du PCT se tienne aussi rapidement? Bon, le pays traverse un moment très difficile. Camarade Isaac, je l'ai lu, je crois qu'il s'est un peu pris en retard, hein, mais dans notre philosophie, dans notre démarche, nous pensons qu'il est crucial que le parti puisse organiser son congrès. Parce que c'est de par ce congrès qui va déterminer l'avenir meilleur de notre pays. Et c'est par ce congrès que nous aurons l'affirmation si nous allons toujours cheminer
avec le président de la République, grand ami de la jeunesse congolaise, où il va faire ses adieux à ce parti et à la tête de l'État. Donc, c'est un congrès qui est très crucial et tout le monde attend ce congrès, tout le monde est braqué vers ce congrès que je peux dire, à mon avis, qui doit être un congrès de grandes réformes et un congrès d'avenir. Donc, pour vous, ce serait le dernier congrès de Denis Sassou Nguesso, puisque vous dites qu'il viendrait faire ses adieux, c'est ça? Non, je ne dis pas qu'il viendrait faire ses adieux. Je dis, c'est le congrès qui va déterminer l'avenir et c'est peut-être le congrès qui fera ce que le président de la République puisse se prononcer sur son avenir politique. Et nous, la population, la jeunesse congolaise, qui soutient en majorité le président de la République, a besoin de ce congrès-là. Pour se déterminer. Vous avez besoin d'un congrès. Il y a aussi un homme qui s'exprime beaucoup sur ce congrès. Je vous rappelle donc, c'est Isaac Djemali Senga, qui s'en prend directement à Denis Sassou Nguesso en lui donnant toutes les responsabilités par rapport à la situation que connaît le pays aujourd'hui. Non seulement il a mis ses proches et sa famille proche dans des postes de responsabilité, sauf qu'il est incapable aujourd'hui de leur demander de compte par rapport à la situation désastreuse de l'économie congolaise et surtout des finances liées au pétrole. Est-ce que vous pensez que là aussi, le président du comité central du PCT, M. Denis Sassou Nguesso, n'a pas une responsabilité personnelle dans la situation actuelle du pays? Écoutez, le président de la République a un mandat. Le président de la République a été élu il y a de cela peut-être 2 ans. Enfin, ça fait quand même plus de 30 ans qu'il est là, Fabius Mbé. Donc, il a été il y a 2 ans, mais si on peut réduire, on ne peut pas réduire toute sa présence qu'à ces 2 ans. Mais aujourd'hui, il y a un gouvernement au sein de notre pays. On ne peut pas toujours parler du président de la République. Mais il y a un gouvernement. Le ministre du gouvernement, on ne peut pas revenir. Vous savez très bien comment ça se passe, Fabius Mbé. Je vous ai dit. Je ne pense pas qu'il ait ramené là-dedans au moins 2 ministres. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est le parti au pouvoir qui est matrice du gouvernement, d'un gouvernement et d'un parlement. Oui. Et je vous ai encore dit tout à l'heure, lorsqu'un parti au pouvoir est malade, il ne peut que donner à son pays un gouvernement malade et un parlement malade. Et je pense que ce qui est important pour nous, c'est d'aller vers les réformes au sein du Parti congolais du travail. Les gens pensent que le président est censé tout faire. Le président n'est pas censé tout faire. Je vous ai encore dit et je répète, un pouvoir qui compte que sur son président est un pouvoir qui court fatalement à sa perte. On ne peut pas toujours donner la responsabilité au président de la République sur X ou Y tort. Ça ne peut pas continuer. Ma question est toute simple, Fabius Mbé. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation catastrophique que connaît le Congo, Denis Sassou Nguesso n'a pas une responsabilité personnelle puisqu'il y est quand même, ça fait quand même plus de 30 ans qu'il gère ce pays. Vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas le PCT qui va donner les robinets d'eau, mais c'est le gouvernement nommé par Denis Sassou Nguesso qui, lui, va faire en sorte que les Congolais aient de l'eau, que les Congolais aient de l'électricité, qu'ils aient du gaz qui circule et qu'ils habitent dans des maisons plus ou moins dignes. Or, aujourd'hui, après plus de 30 ans de présidence, on est quand même au point zéro. Donc, personnellement, je pense qu'il faut quand même avouer qu'il y a une responsabilité. Monsieur Cyr, oui. Un parti politique au pouvoir a le rôle de contrôler l'action gouvernementale. Et que fait le PCT? Durant 15 ans, oui, vu que nous avons toujours eu la majorité, actuellement nous avons la majorité absolue, comme aime le dire le camarade secrétaire général, oui, mais la majorité absolue, cette majorité-là au sein du Parlement ne doit pas seulement avoir un soutien aveugle au gouvernement, mais c'est ce Parlement-là, la majorité au Parlement doit contrôler l'action du Parlement, l'action gouvernementale, pardon. Il y a encore 3 jours, je suivais à la session plénière de l'Assemblée nationale le ministre Jean-Bruno Richard Étoile en répondant à la question de l'honorable Cyr Ebina. Il disait, monsieur l'honorable, nous sommes du même parti. Comme quoi, l'honorable Cyr Ebina n'a pas droit à demander les comptes à un ministre. Mais c'est pas possible. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça. Le rôle du Parlement, c'est de contrôler, c'est de veiller. Le rôle du Parlement, c'est de réguler. On ne peut pas seulement avoir un soutien aveugle parce que nous avons la majorité à l'Assemblée, parce que nous avons un gouvernement qui exerce. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et c'est toujours comme ça que ce pays a fonctionné. Il a fallu que le président de la République puisse interpeller les députés pour que, au sein du Parlement, il y ait des contrôles
des contrôles parlementaires. Donc, il a fallu que le président de la République interpelle la justice congolaise pour que les juges s'en saisissent des dossiers sur les corruptions, sur la corruption et sur les détournements de fonds. Alors, le président n'interdit personne à l'exercer. C'est très intéressant que vous parliez de ça. Alors, je rappelle quand même qu'au sein du PCT, il y a quand même un comité de contrôle et de vérification. Les gens qui sont interpellés aujourd'hui, ce sont des cadres du PCT, sauf que le parti se tait, le parti ne dit absolument rien. Ça veut dire qu'il est complice, en fait, de toute cette situation que nous connaissons aujourd'hui. Même si vous voulez dénuer à Denis Sassou Nguesso toute responsabilité de ce qui se passe, Fabrice. Non, mais c'est ce que j'essaie de vous comprendre. Le Parti congolais du travail est complice. Si nous sommes aujourd'hui arrivés à cette crise, le parti, ipso facto, est complice de cette crise-là. C'est parce que le parti n'a pas toujours joué son rôle. Le parti a toujours évolué dans les réactions. Il faut que le président parle pour que le parti réagisse. Il faut que le président donne un mot d'ordre pour que le parti réagisse. Un État ne fonctionne pas de la sorte. Et aujourd'hui, le groupement de la majorité présidentielle a fait une déclaration comme quoi il faut mettre en application les mots d'ordre du président de la République et qui demande à arrêter ceux qui sont dans les fraudes et ceux qui ont détourné les fonds publics. Et moi, je pense que aujourd'hui, le pouvoir, la majorité présidentielle ne peut pas faire une pression politique sur la justice. Il faut laisser la justice s'exprimer. On ne doit pas toujours avoir l'impression dans ce pays que la justice n'existe pas. On doit laisser la justice s'exprimer puisque là où règne la justice, les hommes se comportent comme des dieux. Oui, mais Fabrice, à vous entendre, on dirait qu'on est dans un pays où tout fonctionne très bien. On sait quand même que la justice, elle est prompte et très rapide dans certaines situations. Dans les cas des finances aujourd'hui, on voit quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui traînent encore, je dirais, dans les rues de Brazzaville sans être inquiétées par rapport à leur gestion. S'il faut revenir aussi, ils sont tous membres du PCT, hein, la plupart du temps. Oui, la plupart du temps, ils sont tous membres du Parti congolais du travail. Il a fallu que le président s'exprime pour que la justice congolaise puisse se réveiller. Oui. Et ça, c'est dangereux. Le exprimé, la justice est réveillée. Je réitère ma question pour la dernière fois pour vous. Lui, Denis Sassou Nguesso, après plus de 30 ans, il n'a aucune responsabilité dans la crise actuelle. Non, dire ainsi, ça sera vraiment irresponsable. Le président est le garant de la nation et en tant que père de famille, même si ses lieutenants, les acteurs politiques, ceux dont il a confié les missions ont échoué, c'est au président de la République d'assumer. Je crois que c'est un grand homme, mais qui a toujours su prendre ses responsabilités. Et on a toujours retenu un discours où il disait « j'assume ». Voilà, un discours j'assume. Il faut quand même dire aujourd'hui, Fabrice Humbé, que les proches du président, notamment ses enfants, ses neveux, sont dans le collimateur de plusieurs affaires internationales en termes de détournement de fonds ou autre chose par rapport à la gestion notamment de la manne pétrolière. Est-ce que vous pensez là aussi que la justice devrait s'appliquer à eux comme à tous sans distinction? Écoutez, je n'ai pas la maîtrise de ces dossiers. La justice doit s'appliquer à tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Et les personnes dont vous citez, que ce soit les enfants du président de la République ou ses neveux, ce sont les Congolais. Ils ont droit à travailler à n'importe quel domaine selon leurs compétences. Je pense pas qu'il y a un problème. Alors, je ne vous parlerai pas des compétences, je vous parle du fait qu'ils soient aujourd'hui cités dans des cas de fraude, de détournement de fonds, des choses comme ça. C'est tout. Je ne parle pas des compétences, je parle surtout du fait qu'ils soient cités dans des affaires internationales par rapport à leur gestion des responsabilités qui ont été les leurs. Ils sont accusés, mais ces accusations ne sont pas avérées. Et la justice congolaise, chez nous, on n'a pas encore enquêté ou on n'a pas encore évoqué sur des dossiers pareils. Est-ce que là, du fait qu'on n'enquête pas, ce n'est pas la preuve que la justice elle est tenue? Parce que quand vous avez, la justice a bien enquêté sur Mokoko sur la base d'une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, la presse internationale, elle, publie des éléments accablants sur des proches du président, mais sauf que la justice congolaise ne s'est jamais autosaisie, en fait, pour ça. Hein. Pour l'instant, elle s'applique sur autre chose, mais pas sur ces questions-là. Monsieur Cyr, je ne peux pas me prononcer au nom de la justice. Bien, la justice vous nous parlez de la justice.
Vous ne parlez, je vous dis juste qu'aujourd'hui, c'est une justice qui est quasiment ténue, puisqu'elle est prompte à mener, je dirais, des dossiers à leur fin, notamment quand il s'agit des opposants politiques. Mais quand il s'agit des proches du président, on ne peut pas le faire. On sait que sur le cas de Mokoko, c'est parti sur une vidéo qui a été publiée sur les réseaux sociaux. Or, aujourd'hui, nous savons aussi que les mêmes réseaux sociaux et la presse internationale publient des éléments sur des proches du président qui sont eux aussi accusés de détournement de fonds. Mais la justice congolaise, elle fait, je dirais, la sourde oreille ou bien elle voit absolument rien. Ou elle est incapable de lire. Écoutez, je ne pense pas que la justice congolaise s'est basée sur les vidéos qu'on a publiées sur les réseaux sociaux. Alors, ça, vous pouvez être sûr, parce que M. Okongakala, quand il passe à Télé Congo, ce qu'il brandit en premier, c'est non seulement des extraits, j'ai des captures d'écran de la vidéo de Mokoko, mais il l'exprime très bien. On pourrait peut-être vous donner cet élément. Il s'exprime d'abord sur cette base-là avant qu'on puisse trouver d'autres éléments. Enfin, mais ce n'est pas le cas. Je voulais juste, au moins pour faire un point par rapport à la justice congolaise, Monsieur Fabius Mbé. Revenons toujours sur le cas du Congo. Actuellement, le FMI est au Congo. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ou bien, tel qu'on entend aujourd'hui, on devrait aller chercher de l'argent là où il se trouve afin que le petit pays sorte de cette crise dans laquelle il semble que ce serait un peu compliqué? La crise qui provoque dans notre pays, c'est au gouvernement congolais de prendre ses responsabilités. Les négociations avec le FMI évoluent. On verra de quelle façon on peut sortir le Congo de ce pétrin. Le plus important, c'est la stabilité économique et politique de notre pays. Et je crois que le gouvernement est en train de mener des actions dans ce sens-là. Est-ce que vous faites confiance au gouvernement par rapport à ces actions dont on ne voit pas vraiment les fruits, hein? Les salaires sont toujours impayés, on a toujours du mal à bien comprendre où est-ce qu'on va. Le gouvernement a peut-être quelques difficultés et le peuple congolais attend peut-être plus de ce gouvernement ou peut-être un remaniement pour essayer de mettre des personnes, des nouvelles personnes du 109 à la tête de l'exécutif qui pourront elles, donner un espoir nouvel. Alors, je rapporte juste que quand Mwamba est nommé, c'est un gouvernement d'action. Aujourd'hui, on se rend bien compte que c'est un gouvernement qui dort. Le Premier ministre est le premier à dormir. Est-ce que vous pensez que Clément Mwamba a encore sa place aujourd'hui à la tête de ce gouvernement, ou bien on devrait ramener du 109 déjà à la tête de ce gouvernement et jusqu'à certains ministres? Mon avis ne compte pas. Si Clément Mwamba est engagé, vous incriminez le PCT, je pense que vous nous dites que c'est le PCT qui fait le gouvernement. Vous avez aujourd'hui quelqu'un qui est à l'UPADS, qui devient membre du PCT et à ce titre-là, donc vous êtes bien en tant que camarade à même de donner un avis. Écoutez, si la population congolaise constate que le gouvernement Mwamba a montré ses limites. Vous constatez quoi, monsieur Mbé? Vous d'abord, puisque je suis avec vous, vous constatez quoi exactement? Est-ce que c'est un gouvernement efficace? Est-ce que Clément Mwamba fait son job? A-t-il encore toute légitimité pour être là? Ou bien il faut passer à autre chose qu'on ramène du 109? Il faut essayer un peu de passer à autre chose. Essayons de passer à autre chose. Ça va peut-être nous sortir de ce pétrin et ça va peut-être donner une lueur d'espoir à la population congolaise. Donc, vous admettez que Clément Mwamba n'est plus l'homme de la situation? Et je pense qu'aujourd'hui, nous devons faire beaucoup de concessions. Le président de la République est maître dans ce domaine-là. Aujourd'hui, le Congo regorge 4 millions d'habitants. Si avec le ministre Mwamba, ça n'avance pas, on peut faire recours. Voilà, on est un peu coupé en ce moment avec Fabius Mbé, donc vous comprenez qu'il intervient de Brazzaville, mesdames, messieurs, et que ce n'est pas toujours évident au niveau de la connexion pour avoir une connexion stable. Je rappelle donc, mesdames, messieurs, que vous suivez 100% direct sur Isiana TV et nous avons notre invité qui est du côté de Brazzaville, monsieur Fabius Mbé, qui est donc secrétaire du comité FMC, Force Montante Congolais, qui est la jeunesse du PCT, Talangaï, chargé des unions catégorielles et de l'éducation populaire. Il est aussi coordonnateur du courant des jeunes réformistes au sein du PCT.
Il est chef d'entreprise et je rappelle aussi qu'il a écrit une lettre ouverte à Pierre Ngolo le 27 décembre 2017 qui lui a valu non pas seulement les bonnes amitiés, je dirais, de Pierre Ngolo, mais aussi des réprimandes, puisque cela a suscité des réactions assez vives de la part du PCT, de son bureau politique et surtout de son premier secrétaire, M. Pierre Ngolo, qui est actuellement le président du Sénat. Donc voilà, mesdames, messieurs, alors nous avons perdu notre invité Fabius Mbé. Nous espérons qu'il va revenir pour aborder avec lui d'autres sujets liés à l'actualité. Vous suivez Diana TV, nous sommes en direct. Alors, ce qui est sûr, par rapport aux questions que vous posez en attendant que M. Mbé revienne, nous espérons qu'aujourd'hui, qu'il y ait des hommes et des femmes qui puissent prendre la parole de Brazzaville. C'est vrai qu'il faut déjà féliciter M. Mbé d'avoir pris le temps de nous répondre de Brazzaville par rapport à la situation liée à son parti, mais aussi la situation qui est liée au PCT en lui-même et surtout au gouvernement. Par rapport au PCT, vous voyez que M. Mbé a pris toute la liberté de dire que c'est un parti qui a failli, bien que certains ne le reconnaissent pas et que le bureau aujourd'hui a du mal à coordonner le pays pour lui donner assez d'éléments afin de pouvoir avancer dans des meilleures conditions. Il reconnaît aussi que finalement, quand on voit aujourd'hui au sein de la force montante congolaise, son premier secrétaire, M. Juste Bernadette Gabé, ben, lui aussi a échoué puisqu'il a manqué de devenir député du côté de Dolisie, opposé à Jérémy Lissouba. Et on se rend bien compte que finalement, tel qu'on peut l'entendre, qu'il y a un problème au sein de cette FMC et qu'il y a aussi un problème au sein du parti qui est le sien, le Parti congolais du travail. Alors, on ne sait pas comment les choses pourront se passer, comment ça reviendra, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le PCT a besoin du sang neuf, le PCT a besoin d'avoir des hommes qui puissent parler librement. Vous avez suivi sur Ziana TV, nous avons diffusé cette lettre ouverte d'Isaac Diomali Senga et de notre camarade M. Moussala, Benjamin Moussala, ici à Paris, pour demander la tenue d'un congrès au sein du PCT, avec des mots souvent assez forts, accusant Denis Sassou Nguesso d'être aujourd'hui la honte du PCT et d'être aujourd'hui celui par qui le malheur du PCT est arrivé quand il faut repenser à ce PCT de Marien Ngouabi. Il faut dire aussi qu'aujourd'hui, la situation devient très compliquée pour le pays en lui-même, malgré la présence du FMI, malgré le fait qu'il y ait aujourd'hui du côté de la présidence des efforts, je dirais, incalculables afin d'aller chercher l'argent nécessairement pour payer les salaires. La machine ne prend pas. On se rend aussi compte que M. Mwamba, qui est là, qui est aujourd'hui dans ce gouvernement, qui avance, mais qui a aussi du mal à donner aux Congolais des résultats probants, a-t-il encore toute l'énergie nécessaire pour continuer? C'est difficile de pouvoir se prononcer, mais au moins vous avez entendu Fabius Mbé s'exprimer sur ces différentes questions. Voilà, donc on a du mal à la voir. Fabius Mbé ne revient plus. Je ne sais pas si c'est toujours une question liée au réseau ou encore, je dirais, à la connexion, mais toujours est-il, mesdames, messieurs, vous êtes en direct sur Ziana TV, la chaîne au cœur des diasporas. Nous avions donc comme invité cet après-midi, dans 100% direct, Fabius Mbé, qui est donc quelqu'un aujourd'hui qui a pris la liberté de s'exprimer au sein du Parti congolais du travail. Il ne veut pas non plus le quitter comme, je dirais, Isaac Diomali Senga ici, mais cela montre quand même qu'aujourd'hui, du côté de Brazzaville, de Pointe-Noire, surtout du Congo, qu'il y a des hommes qui s'expriment librement par rapport à la situation du pays, qu'on n'est pas toujours obligé d'être ici au sein de la diaspora pour s'exprimer, mais on peut s'exprimer librement sur place là-bas au Congo sans pour autant que cela puisse, je dirais, apporter les réprimandes, même si Fabius Mbé l'a avoué qu'il a eu des réprimandes, que le parti l'a pris de très très haut, l'accusant de beaucoup de choses, mais au moins il a dit, et cette lettre ouverte, nous la mettrons à disposition, vous la verrez sur zianatv.com ou encore sur la page Facebook de Ziana TV, vous pourrez en prendre connaissance. Voilà, donc mesdames, messieurs, voilà, vous pouvez en même temps intervenir. Voilà, Fabius Mbé va sans doute revenir d'ici là. Voilà, Fabius Mbé est de retour. Monsieur Mbé, voilà, on vous a perdu quelques instants. Merci d'être revenu. Nous étions avec vous sur le gouvernement, un gouvernement annoncé efficace au début, mais qui aujourd'hui, on voit très bien, a de nouvelles difficultés. Il faut aussi dire une chose, Fabius Mbé, c'est que ce gouvernement, au départ, était pléthorique. Et aujourd'hui, si dans le cadre de ce changement que vous souhaitez du sang neuf, qu'est-ce que serait un gouvernement idéal en ce temps de crise? Écoutez, je disais tout à l'heure que le Congo regorge 4 millions d'habitants et a assez de compétences dans ce pays pour essayer de conduire notre pays selon ses destinées. Je crois que le président de la République doit puiser
parmi les hommes qui méritent, on doit beaucoup plus avoir besoin des technocrates à la tête de l'exécutif. Parce que le gouvernement Mwamba, il faut reconnaître qu'il a été constitué sur la base des concessions politiques. Parce que tel ou tel ministre a eu à accompagner le président de la République lors de la bataille électorale. Et donc, comme ça, on doit récompenser quelqu'un. Et je pense que depuis plusieurs années, la primature de notre pays est toujours dirigée par un homme du Sud. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons dépasser ce système-là de la géopolitique parce que le président Marien Ngouabi, à l'époque de la Révolution, tout ce qui importait pour lui, c'était être révolutionnaire. Et Ngouabi disait, même s'il y a 100 révolutionnaires Kouyou, je ferai avec 100 révolutionnaires. Et donc, je pense qu'à l'ère politique actuelle, ce qui est important, c'est de faire avec des hommes qui sont compétents, qui sont à même, à mesure d'exécuter les programmes et les missions du président de la République et d'être en attente, d'être capable et de répondre aux attentes de la population congolaise. Voilà, répondre aux attentes de la population congolaise, dites-vous. Il faut aussi aujourd'hui répondre aux attentes d'une jeunesse qui, elle, est aux abois. Alors, vous étiez, ou vous êtes encore, je pense, dans ce comité des jeunes congolais, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui avait été mis en place par le Conseil national de la jeunesse, qui avait été mis en place par M. Anatole Coliné Makosso. Il y a aujourd'hui une jeune ministre, c'est Mme Dissine Doukaga, qui est en charge de la jeunesse. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait du travail qui est le sien par rapport aux populations de la jeunesse que vous avez mis en exergue depuis le début de cet entretien, M. Fabius Mbé? Écoutez, la jeunesse congolaise sous le ministre Coliné Makosso, sous la gouverne du ministre Coliné Makosso, se sentait encore mieux. Et elle était peut-être écoutée. Aujourd'hui, la jeunesse ne se retrouve pas autour de son leader, qui est la ministre Dessine Doukaga. Mais je pense que à un certain niveau de la vie, il faut faire des concessions, même des compromissions. La jeunesse congolaise a besoin d'un leader, a besoin d'un rassembleur, a besoin de quelqu'un qui les écoute et a besoin de quelqu'un qui réunit les conditions à ce que leurs problèmes soient résolus. Moi, je suis un entrepreneur, je sais, par exemple, dans le domaine de l'entrepreneuriat, ce à quoi nous sommes confrontés. Donc, la jeunesse congolaise a mieux à faire et a beaucoup de défis à relever. Mais seulement, ces défis-là ne doivent pas être relevés dans la division. Aujourd'hui, le Conseil national de la jeunesse n'existe plus à cause d'un pseudo-conflit entre la ministre de la jeunesse et le président du Conseil national de la jeunesse. Mais est-ce qu'on doit sacrifier toute une jeunesse pour des conflits que moi je juge imaginaires et inutiles? C'est ça la question dont on doit se poser. Voilà, c'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que pour vous aujourd'hui, Mme Doukaga, est-elle à sa place finalement pour vous quand on voit les différents éléments que vous avez évoqués? On avait besoin d'une ministre ou d'un ministre jeune, on les a, mais le bilan laisse quand même un peu à désirer, hein, en vous entendre, Fabius Mbé. C'est une question un peu délicate, d'accord? Elle a mérité la confiance du président de la République. Et nous sommes la jeunesse du parti, nous sommes derrière le président de la République, donc on fait avec, nous faisons avec. Vous faites avec et vous ne dites rien finalement, vous vous taisez pour ne pas froisser le président. Non, on fait avec, nous respectons la volonté du président de la République. Et si lui-même il constate que les choses sont stagnées et qu'il y a le maquillage au sein de la jeunesse, congolaise, les jeunes n'arrivent pas à s'entendre, il prendra des mesures et faire à ce que des choses s'améliorent au sein de cette couche juvénile, et dont je disais tantôt, qui a besoin d'un grand leader et d'un rassembleur. Fabrice, mais vous vous êtes prononcé plus facilement sur Clément Mwamba que sur Mme Doukaga, apparemment. Oh non.
Clément Mwamba, aujourd'hui, il est chef d'un gouvernement. Je dis, le gouvernement Mwamba, moi je le dis comme ça, a peut-être montré ses limites. Hein. Après, il faut aussi reconnaître que le Premier ministre Mwamba est venu trouver la situation telle qu'elle se présente dans notre pays. Et de l'intérieur, je ne sais pas ce qui se passe, mais ce n'est pas toujours facile d'être à la tête d'un gouvernement qui traverse une crise pareille. Donc pour vous, le gouvernement peut continuer, Madame Dougaga peut continuer à faire son job? Écoutez, le gouvernement Mwamba, je répète, ne répond pas à la situation de crise actuelle. La configuration du gouvernement Mwamba ne reflète pas les attentes de la population congolaise. Aujourd'hui, il y a des crises dans tous les secteurs dans tous les secteurs dans notre pays. Il y a des retards de salaire. Ça se voit qu'on a besoin, il y a nécessité du renouveau, il y a nécessité d'un changement. Ça se voit. Ça se voit. Nécessité d'un changement, nécessité d'un renouveau, sauf que pour les jeunes Congolais, la première nécessité, c'est d'abord le job. Or, aujourd'hui, dans ce cadre-là, on a vu toutes ces entreprises qui ont fermé du côté de Pointe-Noire. On a vu aussi que la situation sociale, notamment celle des retraités, est très, très compliquée. Et on voit un gouvernement qui, lui, continue normalement à vaquer à des occupations sans répondre directement aux problématiques qui sont liées aux populations congolaises. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous dites qu'il ne faudrait peut-être pas un gouvernement non plus issu du PCT, mais d'aller chercher des techniciens, ou soit un gouvernement d'union nationale qui permettrait d'aller un peu plus vite que de voir aujourd'hui une situation qui est en soi stagnée? Écoutez, la philosophie économique demande que lorsque un gouvernement ou un système est noyé, prend de l'eau jusqu'au cou, que le secteur privé puisse prendre le relais. Voilà pourquoi dans nos démarches, nous pensons que la jeunesse congolaise doit un peu sortir de la politique. Et aujourd'hui, la jeunesse congolaise doit essayer de s'initier, par exemple, à l'entrepreneuriat. Parce que avec la conjoncture actuelle, on ne peut pas compter sur l'État pour créer des emplois. Ça, c'est une philosophie qui s'applique partout ailleurs, pas seulement au Congo, mais la jeunesse congolaise doit prendre ses responsabilités. La jeunesse congolaise doit se réorienter sur d'autres secteurs, le secteur de l'entrepreneuriat, parce que le seul moyen de nos jours pour prendre l'emploi, c'est d'en créer. Oui, maintenant, quand on vous entend, si vous permettez, Fabius Mbé, si vous permettez, quand on vous entend, on a l'impression qu'il faut culpabiliser la jeunesse congolaise, en fait. Il faut quand même dire que le Congo, il y a 10 ans, a connu énormément, je dirais, une vague de création d'emplois qui était assez importante, parce qu'il y avait une manne pétrolière qui, elle, a été dilapidée et mal gérée par le PCT, le président du comité central. On se retrouve aujourd'hui dans une situation où il n'y a pas à culpabiliser les jeunes de créer un emploi. C'est d'abord le devoir d'un État, lui, de mettre en place des conditions pour créer un État, pour créer de la richesse. Or, on se rend bien compte que l'État n'a rien fait. On ne peut pas demander aux jeunes aujourd'hui, eux, d'aller créer des entreprises quand on sait que structurellement, il n'y a rien pour soutenir ces entreprises, Fabius Mbé. Écoutez, M. Cyr, d'entrée de jeu, nous avons évoqué la défaillance des gouvernements de la République, de notre République, de l'intervalle de 15 ans. Nous avons évoqué les partir même jusqu'à 2019. Et nous avons, suivez-moi s'il vous plaît, nous avons évoqué cela. Et dans notre pays, il faut reconnaître que nous avons quand même connu une croissance à 2 chiffres. Hein. Une croissance à 2 chiffres dans un État doit obligatoirement créer des emplois. Mais nous avons assisté à une gouvernance où nous avons connu une croissance sans emploi. Ça, il faut reconnaître cela. D'où vous avez parfaitement raison de dire que le pays a eu assez d'argent, on n'a pas su investir sur la construction des industries, sur la diversification de l'économie. On a pris le train un peu en retard, mais que faire? Il ne s'agit pas de culpabiliser la jeunesse congolaise, il s'agit juste de les éveiller.
Voilà, de les éveiller aider. la jeunesse congolaise, vous êtes vous-même déjà un homme éveillé, Monsieur Mbé. Aujourd'hui, quand on voit le Congo dans le classement des affaires, ben, on n'est pas non plus très bien, je dirais, présenté. Ben, écoutez, on a fait du pétrole notre ami. Euh, n'a jamais été un bon ami partout d'ailleurs. On parle même du syndrome hollandais, le fait que les dirigeants, avec l'argent du pétrole, n'ont pas su investir dans d'autres domaines. Mais le climat des affaires, aujourd'hui, la situation est un peu générale parce que la crise qui prévaut au Congo est un peu partout dans la sous-région et au monde, due à la baisse drastique du prix de baril de pétrole. Et je crois que les choses vont essayer d'avancer avec le temps. Seulement le gouvernement doit créer des mécanismes pour faciliter aux investisseurs d'entreprendre et d'investir au pays. Une question de la part de Guy Armand. Votre invité semblait dire être social-démocrate. Peut-il nous donner 2 réformes acquises sociaux menées par son parti politique depuis qu'ils sont au pouvoir? Écoutez, dans ma démarche, j'évoque les faiblesses du parti. Donc, et je dis même que le rien fait. Je dis même que la social-démocratie ne reflète pas les conditions de vivre de la population congolaise. Si en amont, on était vainqueur des batailles sociales, c'est-à-dire la population avait l'eau, avait l'électricité, avait des logements, avait des possibilités à se loger à moindre coût. À ce moment-là, on peut faire des éloges des batailles du parti. Bon, après, il y a eu des choses qui se sont organisées, il y a eu des choses auxquelles on a échoué. Voilà, donc par rapport à cet échec, Monsieur Mbé, est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites que finalement, tout ce qu'on a vécu le 4 avril 2007 dans la survie du pool, la sortie à laquelle nous assistons aujourd'hui, ce fut de l'énergie, de l'argent perdu qui aurait peut-être servi à autre chose? Bon, écoutez, sur la situation du pool, on a essayé avec la force. Ça n'a pas donné. Aujourd'hui, là, il y a une démarche du gouvernement qui demande à négocier avec le pasteur Ntoumi. Je suis dans cette dynamique-là, derrière le président de la République, à vouloir ramener la paix par des négociations concernant la situation du pôle. Mais ce qui est sûr, il y a un accord de paix qui est en cours. Soyons juste un peu patients et essayons de voir ce que ça va donner. Et finalement, durant 1 an, la force était-elle nécessaire? Bon, cette question est du ressort de l'armée. Je crois que le gouvernement avait assez de capacité et la raison d'appliquer la force parce que dès le départ, le Premier ministre a fait des déclarations selon lesquelles M. Ntoumi était un voyou, était un terroriste. Donc, je crois que c'est de par ces moyens-là qu'on pouvait se mouvoir. Ntoumi est terroriste, Ntoumi aujourd'hui quasiment adulé, dorloté, ses représentants sont logés dans les plus beaux hôtels de Brazzaville. Finalement, tout ça pour ça? Aujourd'hui, au Nigeria, le Nigeria cherche à négocier avec Boko Haram. Mais pourtant, Boko Haram a connu plus de crimes que Pasteur Ntoumi. Donc, ce n'est pas pour autant qu'on va rejeter la négociation. Le dialogue fait partie de nos constitutions et le dialogue est constitutionnel. Je crois qu'on a le droit de tenter sur ce terrain-là.
Il faut tenter sur ce terrain, par rapport toujours pour rester sur cette question du pool. Aujourd'hui, on voit que les choses… Monsieur Cyr, même pour ajouter, après la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands et les Français se sont réconciliés. Enfin, mais là, on est sur deux peuples différents. On est quand même là sur une population qui, elle, n'avait pas besoin de tout ça hein, pour en arriver là, je veux dire. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Le monde fonctionne comme ça. On n'a pas inventé la roue. Rien se crée, tout se transforme. Donc, c'est comme ça que le monde évolue. On n'a pas inventé la roue, c'est qui est sûr, mais on a inventé une chose, c'est d'avoir des hommes qui on diabolise un matin, le lendemain, on les dorlote pour ramener parce que peut-être on a échoué dans la mission qu'on s'est fixée au départ. Écoutez, absolument, ce sont des rapports des forces. Ce qui importe pour nous, pour nous, la jeunesse du parti, et ceux qui sont derrière cette dynamique-là, à vouloir ramener la paix dans le pôle, ce qui importe est que la paix revienne dans le département du pôle, parce que le pôle fait partie du Congo. Ce qui importe pour nous, c'est la tranquillité dans ce département. Voilà, une tranquillité qu'on peut constater aujourd'hui, puisqu'on peut aller et revenir dans certains coins du pôle. Toujours est-il, c'est qu'il y a un homme qui est le pasteur Ntoumi, qui, lui, pour l'instant, n'arrive pas à se mouvoir. On ne l'a pas encore vu publiquement. Aujourd'hui, certains de ses artisans estiment qu'il a été floué, puisqu'on devait lever le mandat d'arrêt lancé contre lui, ce qui n'a pas encore été fait. Et on se pose la question sur la sincérité de cet accord de paix. Je pense que vous l'entendez et vous le lisez en ce moment, Fabius Mbé. Oui, j'ai même lu le dernier message du pasteur Ntoumi qui ne reconnaissait pas les ninjas, des pseudo-ninjas qui sortaient, les ninjas fabriqués au cadre du département du pôle, qui veulent faire de cette situation une récupération politique. Moi, ce que je veux dire, les cadres du département du pôle ne doivent pas prendre cette situation et en faire une récupération politique. Le pasteur Ntoumi a fait sa déclaration. Aujourd'hui, il a reconnu l'accord de paix. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, c'est un processus et nous devons être patients de voir ce que ça va donner. On ne peut pas ici et là essayer de décider ou de donner des avis sur cette situation. Ce qui est sûr, le plus important, il y a un progrès dans ce processus de la paix-là. Soyons juste un peu patients et mettons nos énergies positives pour que la paix, pour que le département du pôle puisse connaître une paix durable. Voilà, une paix durable, parlant d'énergie positive hein, que nous pouvons constater du côté du PCT, une opposition, notamment le chef de file de l'opposition, nommé par décret au Conseil des ministres. Est-ce que pour vous, c'est une bonne chose pour la démocratie? Écoutez, constitutionnellement, M. Parfait Kolela, M. Tati Mabiala est chef de file de l'opposition de par la Constitution. Maintenant, après, je ne sais pas si je dois me prononcer sur le terrain politique. C'est un libre, on l'a constaté depuis quelque temps, monsieur Mbé. Vous êtes un libre, donc. Mais il est chef de file de l'opposition, oui, mais seulement si lui ne fait pas l'unanimité avec ses camarades de l'opposition, alors là, c'est à eux de s'arranger. L'opposition chez nous n'a jamais été concise. L'opposition chez nous n'a jamais été vraie. Et c'est à eux de tirer des conséquences et des conclusions. Voilà, c'est à eux de tirer les conséquences, dites-vous. Tati Mabiala, qui vous entendra sans doute, admirera votre neutralité dans cette affaire, Fabius Mbé. Quand on voit aujourd'hui la situation congolaise, quand on voit notamment au sein de l'opposition les leaders incarcérés avec parfois des chefs d'accusation qui sont valables pour tous les hommes qui sont aujourd'hui détenus, est-ce que vous pensez là aussi que la justice congolaise fonctionne dans de bonnes conditions quand on a un même chef d'accusation pour 10 prisonniers qui sont eux après des leaders politiques? Écoutez, moi j'ai toujours pensé qu'on ne doit pas faire une pression politique sur la justice congolaise. Mais seulement, la justice ne doit pas ressembler à une toile d'araignée qui arrête les mouches et laisse passer les guêpes. Hein?
Et la justice doit être impartiale et la justice doit faire son travail. Moi, c'est dans cet élan-là que je vois les choses. Et il faut laisser la justice faire son travail. Hein. Moi, je n'ai pas vraiment l'autorité de critiquer directement la justice congolaise, étant donné que ceux qui sont accusés, il y a bien des preuves sur leurs accusations. En attendant qu'il soit jugé, il y a un jeune qui, lui, aujourd'hui, je pense que vous prononcerez, qui est Nelson Apanga, qui est un syndicaliste étudiant, arrêté, torturé et aujourd'hui a quasiment perdu une bonne partie de sa santé. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui vous préoccupe par rapport à ces jeunes Congolais qui font l'objet de traitements inhumains dégradants, Fabius Mbe? Écoutez, le jeune Apanga, il faut d'abord dire, le jeune Apanga, c'est un étudiant finissant. Apanga n'est plus étudiant. Donc, quelle bourse réclamait-il? La jeunesse doit se ressaisir. Hein. Donc, vous nous dites aujourd'hui que Nelson Apanga n'est pas étudiant, n'est plus étudiant, c'est ça? Donc, il a usurpé ce titre pour aller mener toutes ses actions et qu'il soit arrêté à ce titre-là. Mais ce n'est pas sérieux là. D'où je demande à ce que la jeunesse congolaise puisse se ressaisir. Oui. Parce que le jeune Apanga n'est plus étudiant. Donc, il n'avait pas le droit d'aller… Il n'est plus étudiant depuis quand? Il n'est plus étudiant selon mes sources depuis plus de 2-3 ans. Mais ils sont nombreux comme ça. Soyons quand même un peu sérieux, Fabius Mbe. Quelqu'un qui n'est plus étudiant depuis 2 ans se retrouve aujourd'hui arrêté parce qu'il est à la tête d'un mouvement par le machin. Vous trouvez que ça, on est dans un pays qui permettait… C'est la réalité. C'est la réalité dans notre pays. Oui. Écoutez, c'est la réalité dans notre pays. Il y a plusieurs étudiants finissant comme ça à l'université Mariam Ngouabi, mais qui se logent encore au campus. Là encore, le ministère des Affaires sociales doit prendre ses responsabilités et essayer de voir comment les sortir de là, avec quelques mesures d'accompagnement. Ce sont des faits réels. Ce sont des faits réels. À l'université Mariam Ngouabi, il y a plusieurs étudiants qui ont déjà terminé leurs études, mais qui vivent encore en internat. Sur le cas Apanga, parce que Nelson Apanga n'a pas été seul, si vous vous rappelez bien. Il y a Béranger et bien d'autres jeunes étudiants qui étaient avec lui. Si vous leur déniez le titre d'étudiant, à la limite, on le vérifiera. Mais au moins, c'est des jeunes aujourd'hui qui ont été torturés à la DGST, selon les témoignages que nous avons pu avoir ici sur est-ce que vous, aujourd'hui, vous condamnez notamment ces actes inhumains et dégradants qui sont pratiqués par les services congolais sur des jeunes qui, au départ, ne réclament qu'un droit. Pour certains, c'était celui d'obtenir une bourse. Écoutez, je n'ai pas la preuve que ces jeunes-là ont été torturés. Je ne peux me prononcer sur ce sujet-là. Ce qui est sûr, je sais… Qu'est-ce que vous voulez comme preuve, finalement, Fabius Mbe? Écoutez, je n'ai pas la preuve que c'est… DGST, peut-être, non? Je suis informé de la situation du jeune Apanga. Pour le reste, je n'ai pas… Mais est-ce que vous admettez qu'Apanga a été torturé ou non pour vous? Pour vous, une sonde urinaire, on le voit avec, c'est juste parce qu'il avait du mal à pisser et puis on lui a posé ça, je ne sais pas. Si seulement son état de santé s'est dégradé par rapport à la torture, à ce moment-là, la jeunesse doit s'opposer à ces pratiques-là, mais seulement le jeune Apanga s'est lancé sur un domaine où il n'avait pas le droit. Mais je crois que la majorité de la jeunesse congolaise a exprimé son ras-le-bol, son mécontentement par rapport à la situation du jeune Apanga. Puisqu'il y a même eu des collectes de fonds qui ont été lancées pour contribuer à ces soins médicaux. Vous avez contribué, Fabius Mbe? Personnellement, je n'ai pas eu le temps de contribuer. Est-ce que vous comptez le faire? Je suis franc avec moi-même. Je ne suis pas content de la démarche du jeune Apanga. C'est pour la simple raison que je n'ai pas contribué. Mais sinon, dans d'autres cas, vous le feriez? Fabius Mbe? Êtes-vous toujours là, Fabius Mbe? Voilà, je vous suis. Donc, vous êtes là, Fabius Mbe. On continue toujours sur ces questions de jeunesse. Vous le savez très bien, en tant que, je dirais, quelqu'un qui porte une voix différente
au sein du PCT, Fabius Mbe, vous savez aujourd'hui comment est-ce que vous êtes stigmatisé par rapport à la position qui est la vôtre. Vous nous avez expliqué tout à l'heure l'arrogance avec laquelle vous avez été traité par le comité central du PCT et ses responsables suite à votre lettre ouverte à Monsieur Pierre Ngolo, le premier secrétaire. Vous savez aussi qu'aujourd'hui, les jeunes qui s'expriment différemment, qu'ils soient au sein de la majorité ou encore, je dirais, dans l'opposition, subissent souvent des traitements qui ne sont pas, je dirais, à la hauteur d'un état de droit. Vous le savez que depuis les mouvements de 2015 de la Constitution jusqu'à maintenant, la jeunesse congolaise a payé un lourd tribut en termes d'arrestation, de torture et parfois, je dirais, de meurtres qui n'ont pas été élucidés. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Fabius Mbe, qu'on devrait se ressaisir afin que cette jeunesse joue tout son rôle et non pas qu'elle devienne, en fait, je dirais, le souffre-douleur par rapport à la situation actuelle, puisque chaque fois, ce sont les jeunes qui payent, non seulement physiquement, mais aussi par rapport à leur avenir. Qu'est-ce que vous avez, vous, comme perception aujourd'hui par rapport à cette jeunesse congolaise qui, elle, se cherche et qui a du mal à se trouver, quel que soit le camp dans lequel on peut les voir, ces jeunes? Écoutez, la répression face à la jeunesse peut se faire aujourd'hui, elle peut se faire demain, mais elle ne se fera pas toujours pour tout le temps. Et je crois que ce ne se fera pas toujours pour tout le temps. Et je crois que la jeunesse congolaise doit rester déterminée face à ces défis et face à ces combats. Et même la jeunesse africaine. Alors, comment est-ce que vous appréciez l'action du mouvement Ras-le-Bol? Bon, après, Ras-le-Bol, le président, c'est un jeune que j'apprécie bien sa liberté de penser. Et la société civile a besoin des jeunes qui se regroupent autour des associations comme ça pour dénoncer les faits de société et quelques mauvais comportements et des civisme. Je crois que c'est important. Fabius Mbe, quittant quelque peu le Congo pour aller en Afrique de l'Ouest du côté du Libéria. Un homme que vous connaissez sans doute, puisqu'on l'a tous connu comme joueur, c'est George Weah, joueur de football professionnel ici en France, à Paris Saint-Germain, devenu président de son pays qui lui-même sortait d'une guerre assez atroce qu'on a bien connue et qu'on a des souvenirs assez douloureux. Quel a été votre sentiment après cette élection? Bon, après cette élection, à vrai dire, il faut d'abord reconnaître que le Libéria, cette élection est la première alternance démocratique depuis plus de 70 ans dans ce pays meurtri dans la guerre. Et la victoire de Weah, je crois que ça doit être un modèle pour l'alternance démocratique. Seulement, ce modèle est encore minoritaire en Afrique. Et il faut aussi reconnaître que les pays de l'Afrique de l'Ouest sont vraiment des exemples dans le domaine de l'alternance démocratique. Et les pays de l'Afrique centrale restent des mauvais élèves. Il n'y a pas seulement le Libéria, il y a le Ghana, il y a le Sénégal, il y a le Togo qui sont des exemples dans l'alternance démocratique. Je crois que c'est très important, nous devons les prendre comme des exemples. Voilà, c'est très important de prendre comme les exemples. Le Congo est-il un mauvais élève en termes d'alternance, Fabius Mbe? Écoutez, le Congo a donné des exemples d'alternance dans ce pays. Enfin, je vous parle ces dernières décennies, puisque vous nous limitez maintenant qu'à 15 ans. Les dernières décennies, il y a eu des élections qui se sont organisées, les élections libres qui se sont organisées dans notre pays. Et tout le temps, c'est le président de la République qui a été élu, qui a été plébiscité par la population congolaise, il faut le reconnaître. Donc, je réitère ma question. Le Congo est-il un bon exemple en matière d'alternance, M. Mbe? Je répète ma réponse en disant que le Congo est un exemple. Vous avez parlé d'un exemple dans l'alternance démocratique. Le Congo fait partie en Afrique centrale des pays
exemplaires. Mais seulement ces 15 dernières années, Oui. la population congolaise a jugé bon de faire chemin avec le président Denis Sassou Nguesso. Même en Quelle est changeant la la réalité? constitution pour pouvoir l'obtenir. C'est la jeunesse qui a décidé pour le changement de la constitution. Pour le sort d'un homme. Pas pour le sort d'un homme, pour son avenir. L'avenir Pour d'un son homme. avenir étant, pour l'avenir de la jeunesse congolaise, étant donné que nous avons décidé de changer cette constitution-là en toute liberté, en toute nature. Et pour quels résultats? Pour quels résultats? C'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes un peu déçus, mais on en tire des conséquences. D'accord, ça veut dire que vous lui referez encore confiance la prochaine fois? La prochaine fois, il n'a pas encore décidé s'il sera candidat ou pas, M. Cyr. Au cas où? Au cas où, on le fera encore confiance. On a encore besoin de lui. Je comprends bien, Fabius, mais alors juste en face du Congo, il y a la RDC. On voit quand même qu'aujourd'hui, la situation de la RDC est aussi préoccupante. Du côté de la FMC, et vous aujourd'hui en tant qu'activiste et membre du PCT, parti au pouvoir, est-ce que vous pensez que l'avenir du Congo ou la situation du Congo, des deux Congos, notamment la situation des deux Congos est liée pour vous? Est-ce que si Kinshasa reste dans le trouble, ce sera toujours le cas pour Brazzaville, ou bien il faut arriver à trouver des synergies pour que les deux pays arrivent à avoir de véritables alternances, parce que la situation en RDC, c'est aussi une question d'alternance qui bloque aujourd'hui. Mais écoutez, si la RDC a des troubles, naturellement, ça va nous affecter. Ça va affecter la capitale Brazzaville. Nous sommes les deux capitales les plus proches au monde. Je pense que par rapport à la situation de la RDC, le président Kabila doit prendre ses responsabilités, ne doit pas forcer la main. Parce qu'on ne peut pas comparer la situation de la RDC et celle du Congo-Brazzaville. En RDC, la majorité de la population demande l'alternance démocratique. Enfin, comment est-ce que vous mesurez? Ce qui est quand même bizarre avec vous, monsieur, mais c'est que vous arrivez à mesurer la majorité dans les deux pays sans nous donner des proportions. Comment êtes-vous certain aujourd'hui que la majorité en RDC demande, je dirais, l'alternance, alors que vous nous avez dit qu'aussi au Congo, c'est la majorité qui ne voulait pas d'alternance, notamment des jeunes? Mais écoutez, parce que les faits sont réels. Durant ces 2 dernières années, en RDC, il y a toujours des troubles. Il y a des pertes en vies humaines, il y a des jeunes qui meurent. Mais on ne peut pas. Au Congo depuis 2015, Fabius Mbé, vous le savez très bien. Non, il n'y a jamais eu de trouble au Congo comme en RDC. Il faut reconnaître cela. Mais pour moi, je donne mon avis et je vois que du côté de la RDC, la jeunesse est très engagée, que ce soit la jeunesse religieuse, et que ce soit la jeunesse dans son entièreté, la jeunesse est très engagée et la jeunesse de la RDC ne doit pas baisser les bras, doit continuer dans cet élan-là. Fabius Mbé, vous nous dites que la jeunesse doit continuer, elle fait son travail, sauf qu'aujourd'hui, on constate quand même que d'autres jeunesses arrivent à prendre les choses en main. Du côté du Botswana, on a vu qu'il y a un nouveau président avec des jeunes ministres à peine 30 ans. Ça, c'est un bon exemple également. Enfin, le souhait chez nous au Congo est que nous voyons également les jeunes aussi dans les sphères de prise de décision, pas seulement au gouvernement, mais dans les directions de la République, dans les services, que les jeunes excellent. Bon, après, du sang neuf et de l'énergie jeune, c'est toujours important, parce que le président de la République, comme je disais tantôt, hier avait consacré son élection, avait basé son élection sur la jeunesse congolaise, mais seulement que cela doit suivre dans les analyses politiques. Par exemple, lorsqu'on lit le gouvernement, il y a combien de jeunes dans le gouvernement et à quelle préséance aussi. Je crois que nous restons vigilants sur ce sujet et le président de la République sait écouter sa jeunesse. Et lui, comme lui-même, il aime le dire que la jeunesse congolaise
ne demande rien, seulement à être écouté. Ah si, il y a une partie de la jeunesse qui demande quelque chose, ce sont les étudiants qui sont à l'étranger. Vous avez suivi ces différentes vidéos qui ont été mises en ligne, vous avez suivi sans doute les différentes émissions que nous avons organisées sur Zana TV par rapport à ces questions. Est-ce que cela vous préoccupe que l'État ait abandonné ces jeunes à l'étranger sans arriver à leur donner le minimum vital? La situation est très préoccupante, très préoccupante, d'autant plus que moi-même, je fus étudiant à l'étranger. Je peux imaginer comment est-ce que ces jeunes-là traversent cette période. À l'étranger, vous avez personne, rester plusieurs mois sans bourse, c'est pas facile. Le gouvernement doit tout simplement prendre ses responsabilités. Si la situation ne s'améliore pas toujours, tant mieux rapatrier ces jeunes-là au Congo que de les faire subir et de les faire vivre la mendicité. C'est pas sérieux. Le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Il y a encore 3 jours, le ministre Jean-Bruno Itoa n'arrivait pas à répondre à cette question concernant la bourse des étudiants et il voulait jouer à la démagogie face à la question que l'honorable Sirebina a posée. Je crois que ces pratiques-là, on doit cesser avec ces pratiques. On doit cesser avec ces pratiques. Après, à la longue, si, avec le temps, si la situation ne s'améliore pas, mais je crois que le Parlement doit prendre ses responsabilités. Si le gouvernement Mamba n'arrive pas, le Parlement prend une motion de défiance. C'est clair. Voilà. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, on ne peut pas se tendre. Vous avez dit, a du mal à s'exprimer librement face au gouvernement. On voit des jeunes à Cuba, on voit des jeunes à Brazzaville, on voit des jeunes en Russie, au Maroc, qui sont abandonnés à eux-mêmes et on a du mal à avoir des jeunes qui, eux, sont au Congo pour certains, qui soutiennent ou qui soient encore, je dirais, en phase avec, je dirais, le gouvernement actuel. Ben, vous demandez que la jeunesse fasse quoi? Se soulève? Ah, je vous demande de se soulever, je vous pose juste la question. Non, mais ce n'est pas une solution. Ce n'est pas une solution pour la jeunesse. Mais au niveau de Brazzaville, nous soutenons et cette situation nous préoccupe. Nos frères de jeunes frères qui sont à l'étranger. Et ça nous préoccupe, mais on ne peut rien faire. On n'a pas vu de déclaration de la FMC. Hein. La FMC, apparemment, elle est préoccupée à autre chose qu'à ces questions-là. On n'a pas vu de déclaration de mouvement de jeunesse sur place au Congo pour inciter le gouvernement à trouver une solution. La FMC n'a pas fait une déclaration dans ce sens-là. Ben, ça sera peut-être pour vous une occasion d'inviter M. Juste Bernard Gavé pour essayer de répondre à ces questions-là, parce que je n'ai pas l'autorité de décider. Écoutez, si vous pouvez nous faciliter cela, on l'a déjà essayé, M. Gavé peut-être préfère Télé Congo qu'à Zana TV. Si vous pouvez nous faciliter, je dirais, cette entrevue, ce serait une très bonne chose, M. Mbé. Non, avec plaisir, parce qu'il ne faut pas ignorer que les médias dans la démocratie jouent un rôle très important. Hein, le média, normalement, dans une démocratie, est un moteur pour donner des informations, notamment les médias dans l'investigation, les chroniqueurs politiques et économiques. Donc, ce que vous faites, c'est déjà très louable. Et s'il y a lieu de rentrer en contact avec notre premier secrétaire pour qu'il vienne répondre à vos préoccupations, ça sera avec plaisir. Mais ce serait une très bonne chose que nous regardions même des plateaux de Brazzaville, entre Brazzaville, Moscou et Paris, pour mettre tous ces jeunes en phase, notamment sur ces questions qui semblent préoccupantes. Alors, on arrive quasiment à la fin. Il y a énormément de questions en ligne. Je pense que vous aurez le temps de vous connecter et de répondre à certains. Alors, on se rend bien compte aujourd'hui que les choses avancent au Congo, mais très lentement. La jeunesse est quasiment perdue. Elle a du mal à trouver des repères sur le plan de l'éducation. Pour certains, l'année blanche va peut-être advenir à l'université de Brazzaville. À l'étranger, c'est très compliqué. Est-ce que pour vous, les jeunes Congolais ont encore un avenir dans ce pays, finalement, Fabius Mbé? Aussi, la jeunesse, on ne peut pas désespérer parce que la jeunesse a vraiment encore de l'avenir et cette jeunesse-là peut encore espérer puisque l'espoir fait vivre. Mais je tenais également à lancer un appel à
la jeunesse et à nos frères de la diaspora. Vous savez que ailleurs, sous d'autres cieux, plusieurs rapports d'études établissent que les fonds envoyés par la diaspora sur le continent sont supérieurs à l'aide économique que l'Afrique reçoit. Donc la diaspora a un grand rôle à jouer. Or, nous constatons que la diaspora congolaise est beaucoup plus liée aux affaires politiques. Moi, je pense que la diaspora doit se remettre en cause. On ne peut pas vouloir ou prétendre être des gens qui veulent changer le pays en se lançant dans les sujets du tribalisme, de la division et de la haine. Je pense que la diaspora également doit se ressaisir parce qu'ailleurs, par exemple au Sénégal, la diaspora est vecteur de création d'emplois et vecteur de l'émergence. Mais chez nous, ceux de la diaspora sont trop liés à la politique et font un peu honte. Personne ne doit rester à bord. Tout le monde doit contribuer et doit mettre sa main à la pâte à la construction de l'édifice Congo. Voilà. C'est ça. Mais je pense quand même que si les Congolais n'arrivent pas à se soigner, ce n'est pas la faute de la diaspora. S'ils n'ont pas l'eau, ce n'est pas la diaspora. S'ils n'ont pas l'électricité, ce n'est pas la diaspora. S'ils n'arrivent pas à, je dirais, à être dans de bonnes conditions dans les lieux d'études, ce n'est pas la faute de la diaspora. On peut toujours dire beaucoup de choses sur la diaspora, mais je pense qu'il y a des préoccupations qui sont plus profondes et prioritaires pour les Congolais que des sujets, parfois, j'en conviens avec vous, qui sont d'ordre politique, mais nous supposons aussi que si à Brazzaville, les gens pouvaient se loger décemment, se soigner dans de bonnes conditions et surtout boire, manger et être éclairés, je pense que les gens seraient préoccupés par autre chose. Mais les choses avancent au Congo. Les choses avancent au Congo. Voyez-vous, là, nous sommes connectés à la fibre optique et nous échangeons sans problème. Les choses avancent au Congo seulement que les avancées de maintenant ne répondent pas totalement aux attentes de la population. Mais sinon, les choses avancent, mais lentement et sûrement, avec la situation économique aussi, qui demande des grandes réformes et qui demande à ce que le président de la République puisse mettre des hommes à la place qu'il faut, des technocrates pour nous sortir de cette crise-là. Comme je disais d'entrée de jeu que le Congo regorge plusieurs cadres et des technocrates sur le domaine économique qui peut nous aider à sortir de cette impasse. Il y a Francis Gervais Mbilamoya qui dit « La diaspora congolaise est contre la mauvaise gouvernance du régime actuel. » C'est tout. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui, pour le Congo? Voilà, Francis Gervais. Qu'est-ce qu'il lui fait pour le Congo? Donc, il y a Fabius qui vous demande qu'est-ce que vous faites pour le Congo. En attendant, pour certains ici au sein de la diaspora, c'est plus la gouvernance qui pose problème, qu'en soit des problèmes liés, tels que vous dites, au tribalisme ou encore, je pense que si demain les gens de Talangaï au sud de Brazzaville, partant de l'est à l'est, peuvent avoir de quoi manger, je pense qu'ils se préoccuperont d'autre chose que de ressasser ces relents tribales. Il est vrai que le diagnostic de la situation actuelle de notre pays n'est plus à soumettre aux experts. Il est connu de tous que le réel problème de notre pays, c'est la gouvernance. Et la gouvernance, c'est un problème des hommes. C'est un problème des hommes. Et je crois que depuis près d'une année, la classe politique, cela, que nous souffrons vraiment dans la gouvernance, de prendre Fabrice Mbé. On a un petit souci avec M. Mbé. Voilà, donc, mesdames, messieurs, vous êtes toujours en direct sur Ziana TV. Voilà, on a M. Mbé qui revient. Est-ce qu'il est là? Voilà, on a un petit souci avec M. Mbé, donc, qui devrait revenir d'ici peu, en attendant juste de voir un mouvement du côté du… Voilà, M. Mbé, vous êtes là.
Vous pouvez reprendre la parole. Oui. Allez-y. Oui, donc je disais que le diagnostic dans notre pays face à la situation est connu de tout le monde. On a un problème de gouvernance et depuis près de 2 ans, et la classe politique reconnaît cela, quitte au gouvernement de prendre des décisions. Il y a Ludovic, bienvenue Mwanda. La diaspora conséquences. congolaise aide les parents qui souffrent au pays d'une manière ou d'une autre, mais nous sommes prêts à investir au pays au moment où les règles de jeu seront claires. Ce qu'il dit, il a parfaitement raison, mais je crois que nous devons avoir une politique d'encadrement de la diaspora, peut-être demander au gouvernement de créer un cadre qui permet à ce que nos frères de la diaspora viennent investir facilement, avoir quelques facilités pour investir au pays, pour permettre, pour leur donner cette chance-là de contribuer à l'émergence de leur pays, quoi. Par exemple, leur exonérer des taxes douanières pour ceux qui veulent importer, exonérer de quelques taxes douanières et leur donner quelques facilités de créer ici des sociétés, quoi. Mais seulement, cela doit se faire dans le calme et la diaspora aussi doit prendre ses responsabilités, s'organiser, peut-être se constituer en comité. Déjà que je crois il y a tout un département qui s'occupe de la diaspora au ministère des Affaires étrangères. Mais cette diaspora, depuis lors, est restée distraite sur des sujets qui importent peu concernant l'avenir de notre pays. Il y a quelqu'un Donc, qui je demande à cette diaspora, ce soir, bien vous. Pardon? Je dis, il y a quelqu'un qui a pris ses responsabilités ce soir, c'est bien vous d'avoir accepté notre invitation et surtout discuter autour de tous ces sujets sans tabou. Est-ce que vous auriez sans doute un dernier mot? Vous êtes adressé à la diaspora, peut-être aux jeunes Congolais qui vous suivent de Tikapika, de Kakamweka ou peut-être encore, je dirais, de la Havane à Cuba. Mon message à l'endroit de mes confrères jeunes, c'est un message de responsabilité. Hein. D'abord, si je dois commencer par la diaspora, la diaspora congolaise de Paris, par exemple, je leur recommande un peu plus de responsabilité. Personne ne doit rester au bord de la route pour contribuer à l'émergence de notre pays. Et nous devons être une jeunesse plus responsable et essayer de se désorienter, ne pas toujours compter sur l'État et d'essayer d'entreprendre dans d'autres secteurs pour voir comment on peut sortir la tête de l'eau qui nous prend jusqu'au cou. Je sais que vous êtes confronté à plusieurs problèmes, mais on ne doit pas baisser les bras, d'où mon engagement politique avec les autres camarades et jeunes au sein du Parti Congolais du Travail. Et si, comme ça, plusieurs jeunes prenaient le relais et s'organisaient en groupement intellectuel et peut-être dans les groupes think tank, des cellules de réflexion pour essayer de régler les problèmes qui nous concernent nous-mêmes. Ça sera mieux. Ça sera mieux. Je vous remercie d'être invité sur ce plateau. Une question plus personnelle, Fabrice Mbé. Comment devient-on coordonnateur d'un courant réformiste au sein du PCT quand on connaît la lourdeur de cette machine, quand on connaît la moyenne d'âge au sein du PCT? Comment ça se passe au quotidien? Premièrement, il suffit d'être géniteur d'une bonne idée, et être accompagné des autres, partager une lueur d'espoir et marcher ensemble avec les autres. Mais il faut d'abord porter une conviction en soi, parce que le combat que nous menons n'est pas facile. Hein. Il y a beaucoup de persécutions. Je crois que je vous ai dit d'entrée de jeu que j'ai même été taclé
par mon parti parce que j'ai eu à porter la voix du bon, du vrai et du renouveau lors des élections locales passées. J'ai été mal listé parce que j'ai donné un avis contraire à la hiérarchie. Donc, finalement, est-ce que le PCT est vraiment un parti démocratique? Le PCT, en tant que personne morale, est un parti démocratique. Mais la configuration actuelle du PCT, les personnages qui dirigent le parti actuellement ne créent pas ou ne réunissent pas les conditions à ce que la démocratie puisse y régner au sein du Parti congolais du travail. Je vous disais au début de l'émission qu'un parti misérable qui fait des personnages misérables au Parlement et au gouvernement, ceux-là ne peuvent que transférer la misère au pays. Donc, le problème du parti, ce n'est pas l'institution en elle-même, c'est un problème d'homme. C'est un problème d'homme. Donc, la misère du Congo aujourd'hui, c'est à cause du PCT. Je vous ai même pris l'exemple d'un penseur, Peter Drucker, qui disait que le développement économique et social est le résultat du bon management. Et si les choses n'avancent pas, c'est parce que notre parti est sous-managé. Voilà, restons donc sur cet aspect managérial. Merci encore Fabrice Mbé, Fabrice Mbé. Je rappelle que vous êtes secrétaire du comité FMC Talangaï, chargé des unions catégorielles et de l'éducation populaire. Vous êtes aussi coordonnateur du courant des jeunes réformistes du PCT et vous êtes avant tout chef d'entreprise, Fabrice Mbé. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Tout le plaisir est pour moi. Merci. Ciao. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez suivi donc cet entretien avec monsieur Fabrice Mbé, qui était notre invité. Merci à vous tous qui êtes intervenus, vous qui avez posé les questions. Merci à l'équipe technique de Zena TV. Portez-vous bien. Nous nous retrouverons la prochaine fois.